première vue, lorsqu'on ne connaît pas votre histoire, on a l'impression que tout est parfait. Quand on vous écoute, on voit que vous êtes une femme, vous avez utilisé votre propre méthode Toro Empowerment pour, avec le SIG, travailler avec ténacité vers des objectifs ambitieux. C'est ce que vous avez fait, vous n'avez pas arrêté de faire. Et c'est ce que vous conseillez aux filles, aux femmes de peu partout dans le monde, vous conseillez aux jeunes. À l'âge de 23 ans, quand j'ai commencé dans le coaching, j'ai fait un vision board. J'ai tout mis. J'ai mis mes 2 enfants, j'ai mis ma voiture, un G-Wagon blanc, j'ai mis mon resort que j'appelais mon compound. J'ai mis un gros stage avec des milliers de personnes et j'ai dit que j'allais devenir une conférencière qui allait impacter des milliers de personnes. Tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce que j'ai dans ma vie est sur ce vision board. Tout. Parce que dès qu'on a une vision claire de où on s'en va, c'est comme le GPS de ta vie. On devient vraiment une personne qui a absolument aucune chose qui l'arrête. On change les croyances limitantes. Et ensuite, j'ai réalisé que c'était ma mission d'aider les gens à découvrir leur passion, à découvrir c'est quoi, qu'est-ce qui leur fait kiffer la vie et à quel point elle est magnifique cette vie. Mais c'est quand même facile peut-être qu'elle ne le voit pas, parce qu'elle ne le vit pas. Mais il faut au moins donner le crédit aux gens qui disent « mais moi je vis le fait que, à part d'être une femme et de rencontrer des barrières systémiques, je suis aussi une femme arabe, je suis une femme noire, je suis une femme, peu importe, LGBTQ ou autre. » Je suis la présidente fondatrice de la gouvernance au féminin. Et mon objectif, en fait, en ayant créé cette organisation il y a bientôt 15 ans, c'est vraiment de m'assurer que les femmes puissent avoir tous les outils en main pour progresser au sein de notre société de manière équitable. Parce que oui, au Canada, notre objectif est d'avoir autant de femmes que d'hommes dans tous les secteurs et à tous les niveaux hiérarchiques, mais c'est très très loin de notre réalité. Alors, je suis partie d'Haïti avec mon petit diplôme de pédiatrie. J'avais étudié dans un textbook d'environ 300 pages. Il y avait peut-être un paragraphe de 5 ou 6 lignes sur l'anémie falciforme. Quand on a voulu commencer la grève de moelle, on s'est préparé, on a étudié, on a même été se préparer pour faire des ponctions de moelle en série et qu'on a parlé au directeur de l'hôpital, il était favorable. Mais il ne voyait pas le bien fondé. Qu'est-ce que ça allait apporter de nouveau avec ces prix-là? Parce qu'il dit, il faut faire des chirurgies, il faut faire des appendicites. Alors finalement, il a fallu le convaincre, lui, et que lui, on monte un dossier qu'il aille devant le gouvernement. Et le gouvernement a dit, on arrête tout ça, là, parce que ça prend beaucoup de docteurs. Malgré toutes les avancées, l'accès aux soins est un problème pour les personnes affectées au Canada. Par exemple, comme je dis toujours, je dis qu'ils vivent dans des cages de prison de santé. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vivez avec l'anémie falciforme ou drépanocytose, comme on dit en Afrique, c'est que vous devez vous rendre dans un hôpital spécifique, là où vous êtes suivi. Vous ne pouvez pas vous rendre dans n'importe quel hôpital. Vous ne pouvez pas déménager d'une province à une autre. Il faut que vous vous assurez que vous avez l'hôpital, que vous sachiez où vous allez. Donc, on aimerait changer ça. On aimerait qu'il y ait des centres dans toutes les grandes villes, partout. Présentement, je suis pédiatre urgentiste et je travaille à l'hôpital Sainte-Justine, mais aussi j'ai des
engagements académiques auprès de l'Université de McGill, à l'École de santé des populations et santé mondiale. Et je suis aussi impliquée dans différentes organisations ou différents comités internationaux, notamment sur la prévention et la préparation des pandémies, mais aussi en médiation et négociation de paix auprès du Centre de dialogue humanitaire basé à Genève. L'ère de la peur a apporté ce que j'appelle l'obsession sécuritaire. Et cette quête de plus de sécurité a érodé nos mécanismes de solidarité internationale. 3 cas d'espèce, la crise d'Ebola en 2014-2016. Donc, les pays nantis ont seulement donné un coup de main aux pays affectés quand ils se sont sentis affectés ou menacés. Quand on regarde des gens qui fouillent dans les recyclages, dans les poubelles pour trouver des canettes, pour trouver des objets, il y a beaucoup de jugement. Donc, il y a beaucoup de jugement. Il y avait aussi beaucoup de jugement par rapport à mon projet de dire tu as un bon salaire, tu as une bonne job, et là, tu vas aller t'abaisser à aller chercher dans les recyclages, dans les poubelles. Vous êtes une femme tenace, déterminée, ça se voit, ça paraît. Vous avez décidé de travailler avec ténacité vers votre objectif extrêmement ambitieux, pour certains même utopique, qui est d'acquérir votre propriété là où vous vivez. Mais j'imagine que vous avez des fois des moments de doute. Il y a plusieurs fois où j'ai douté, là. Ça fait 3 ans et demi que je tiens à bout de bras seul le projet. Donc, j'ai douté à plusieurs reprises. J'ai failli arrêter. Je voyais vraiment la hausse des prix de l'immobilier là, qui montait en flèche. Et moi qui accumulais des 10, 15, 25 sous de canettes par petit peu. Donc oui, ça a été difficile. Je dirais que c'est une forme de marathon que d'arriver à persister malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré de voir cet objectif-là presque reculer comme un oasis parce que tout devient extrêmement cher. Ça prend finalement beaucoup de gens autour de soi. Moi, c'est ce qui m'a sauvée. Bonjour, mon nom est Chantal Lacroix. On me connaît d'emblée plus comme animatrice, conceptrice, productrice d'émissions de télévision comme Donner au suivant, On efface et on recommence. Des émissions qui, évidemment, sont venues en aide à différentes personnes dans le besoin. On me connaît aussi comme organisatrice, entrepreneur de différents événements. Qui ont toujours un peu le même but, soit contribuer au bien-être des gens. Au fil des années, j'ai créé différents événements aussi pour amasser des fonds pour différentes fondations, différents organismes. Je considère que ça, c'est ma mission de vie, mais je pense que ça devrait être celle de tout le monde. Contribuer à un monde meilleur, se mettre en action pour améliorer la société dans laquelle on vit. Certains vont le faire à plus petite échelle, d'autres à plus grande échelle, mais je pense que ça devrait faire partie de la mission de tous et de toutes. Alors, au fil des années, plein d'événements que j'ai pu faire, amasser des fonds au travers des courses, au travers des levées de fonds avec le groupe Jean Coutu pour la santé mentale des enfants.